Cette semaine, dans le balado, des vacances dans le sud tournent au vinaigre. On vit un drôle de ménage avec notre clone et on nous présente un portrait inédit d'une figure marquante. Bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff! Salut! Post-Oscar. Oui. Écoute, des fois, c'est niaiseux, mais si on se l'était pas rappelé, j'aurais quasiment oublié d'en parler. T'sais, on l'a tellement vu avant, puis là, ça se passe dimanche, on enregistre le vendredi, puis là, c'est comme, c'est fini, là, on est déjà à autre chose. Mais... si lointain. Ouais, c'est ça. En plus, en semaine de relâche, tout le monde était affairé dans bien d'autres affaires avec les familles. Les cinémas fonctionnent bien sur les films qui n'ont pas toujours des nominations aux Oscars. Et que moi, j'ai regardé dans des circonstances extraordinaires parce que j'étais à l'extérieur. C'est ça, t'étais à Cannes, mais pour le salon du jeu. Oui, festival de jeux de société. Puis là, c'était le dilemme. Avec le 6 heures de décalage, est-ce que je l'écoute ou non? Fait que ça commençait à 2 heures du matin? Genre? À minuit. À minuit? Le tapis rouge était à minuit, ouais, c'est ça. Fait que là, j'étais pas trop fatigué. Fait que je me suis dit, OK, je vais commencer à écouter Tapis rouge, peut-être écouter le monologue. Mais c'était sur ton... Toi, tu partais quand? Le lundi matin? Ouais, fait curieusement... Fait que c'était la nuit avant que tu partes un peu? Fait que je me disais, au pire, aller, je vais dormir dans l'avion, puis ça va être juste tant mieux. Sauf que c'était assis à côté d'un bébé. Ouais, c'est ça. Fait que finalement, j'ai tout écouté. Alors, je me suis couché à 4 heures du matin, réveillé à 6h30 parce que l'avion était comme vers 9h à 9h15. Mais finalement, je n'étais pas si fatigué que ça. Fait que ça a quand même bien été. Je pense que l'adrénaline a comme embarqué parce que j'étais quand même content de l'écouter. Puis en plus, nos prédictions allaient quand même très, très bien. Dans l'ensemble, on a bien fait. Fait que mais tu as déjà eu des années où tu as eu comme 19 sur 20 là, ou des affaires de même? Ouais, je pense que la meilleure année, je n'avais manqué 2. C'est sur 19, c'est comme dit, si on nommait le documentaire. 20 parce qu'on enlève... mais avant, c'était sur 20 parce qu'il y avait 2 trucs de son. Non, c'était sur 21. Ouais, ça, on a compté là, mardi quand t'es revenu. Puis, non, mais ça me semble que c'est 23. Puis on enlève... t'enlèves 4 catégories. Documentaire long, documentaire court, court-métrage... Ah oui, animation puis court-métrage live. Ouais, c'est ça. T'as raison. Fait que c'est sur 19. C'est ça, t'as raison. Qu'on se prononce, là, maintenant. Ouais. Fait que moi, j'ai fini avec 14 sur 19. Ouais. Et moi, 15. Et toi, 15, c'est ça. Fait que ça s'est joué dans nos différences, bien évidemment, nécessairement. Mais toi, t'as fait un gain sur moi. Oui, c'est film international. Ouais. J'avais dit I'm Still Here. Toi, t'étais allé sur Emilia Pérez. Quand même, donc bravo pour ça. Mais et sinon, c'est dans le scénario que ça s'est joué. Ben, il y a scénario, il y en a un autre aussi que... Ouais, scénario, moi, j'avais mis Real Pain. Je pensais que Jessie serait la surprise. Ouais. Je savais que c'était peut-être plus Anora le plus safe que t'as pris. Mais... Je voulais y aller pour la victoire. Fait que j'ai swingé pour un coup de circuit. Meilleur son, les deux. À la fin, on a changé d'idée puis on est allé sur Complete Unknown. Mais on aurait dû rester avec un choix du cœur cette fois et pas de la raison. Ouais. Sinon, c'est ça. Réalisateur, j'avais Brady. Toi, t'avais Anora. Les deux, on a eu Anora en meilleur film. Ouais. Et les deux, on s'est fait surprendre un peu par Mickey Madison. Au montage, c'est vrai. Puis par Mickey Madison aussi. Ouais. Fait que dans le fond, c'est Sean Baker. C'était l'année Anora. Il a gagné 5 Oscars. Oui, quand même. Donc 4 à Sean Baker directement parce qu'il fait son propre montage, qui est quand même singulier. C'est pas tout le monde qui fait ça. Donc scénario, montage, réalisateur et producteur. Il était un des producteurs. Donc c'est vraiment... En fait, il égalise Walt Disney. Okay. Sur une technicalité, Bong Joon-ho, mais en fait, en réalité, Bong Joon-ho en a gagné 3. Parce que Parasite avait gagné 4 Oscars, mais l'Oscar du meilleur film étranger n'est pas attribué à une personne, mais à un pays. Fait que l'Oscar ne lui revient pas pour ça. OK. Fait qu'on considère qu'on a gagné 3 seulement. Même si son film en a gagné. Ouais, je saisis. Ouais, fait que dans les faits, Denis Arcand n'a jamais gagné d'Oscar. C'est le Canada qui a gagné un Oscar. Effectivement, ça serait ça. Puis dans notre cas, c'est financé par le Canada. Mais il égalise Walt Disney. Mais ce qui est spécial, c'est que Walt Disney n'avait pas gagné pour le même film. Il avait gagné pour différentes productions. La même année. La même année, alors que... Sean Baker l'a vraiment gagné pour le même. Fait que c'est plein d'astérix autour de... Fait que c'est quand même incroyable comme réalisation, il faut le souligner. Il n'a pas volé. Je pense effectivement la surprise
est peut-être venue du côté de Mickey Madison qui l'a emporté pour elle-même avait l'air très surprise. Je pense que oui. Je pense qu'elle s'y attendait pas. Mais j'étais très heureux pour elle parce qu'elle est vraiment incroyable dans le film. Fait que je pense que les gens ont peut-être été pour un film plus consensuel que de substance. J'ai l'impression. C'est ça l'affaire. En rétrospective, elle l'a pas volé, effectivement. Puis Demi Moore, c'est parce qu'elle avait l'arc parfait de cet acteur-actrice un peu oublié qui revient ou qui joue dans un grand film comme qui donne une performance qu'elle a peut-être jamais offert jusqu'à présent. Mais je crois que l'enveloppe de ça, si on pense à Brendan Fraser avec The Whale, que là, c'était un gros drame puissant qui parlait à tout le monde, mettons. Ouais. Tandis que ça, je pense que c'était rébarbatif pour plusieurs, le contexte du film, puis l'effet provocateur de tout ça. Fait que, je crois que le véhicule était trop choquant pour certains. Quoique Mikey Madison, c'est pas un conte pour enfants non plus, là, à Nora, qui d'ailleurs ressort sur plusieurs écrans, là, comme ça arrive souvent pour les gagnants. Je lui souhaite un peu une meilleure vie parce que peut-être de par son sujet et son côté 16 ans et plus au Québec, ça avait été assez timide. Là. Il y a peut-être au cinéma Beaubien du Parc, là, peut-être qu'il y avait une plus longue vie, là, mais en général, dans les cinémas, je pense que les gens étaient un peu déçus pour une palme d'or comme ça. Un an après Anatomie d'une chute, qui lui avait rejoint un bon public, si on veut, au Québec. Plusieurs cinémas avaient joué ça plus de 12-15 semaines. Là, il était sorti en octobre, puis aux Oscars, il jouait encore. Il faut dire qu'il y a aussi la bande-annonce, le côté marketing d'Anora n'était pas trop clair. Quel genre de film que c'est. Puis c'est un film qui est dur à piger aussi. Nécessairement, il part dans plusieurs sens. Fait que je comprends un peu tout ça. Mais moi, j'ai bien apprécié la soirée. Je trouvais que pour une première animation, Conan O'Brien a fait un bon boulot. J'ai pas écouté, honnêtement, les Oscars. Il a fait un bon boulot, mais il était quand même un peu trop effacé. J'aurais aimé ça qu'il soit un petit peu plus présent. On a eu des beaux moments, entre autres, en ouverture, il y a un petit medley des chansons de Wicked avec Ariana Grande et Cynthia Viro. Fait que j'ai quand même mieux préféré Jimmy Kimmel. Pourtant, t'avais beaucoup d'attentes pour Conan. Ouais, mais l'humour bon enfant de Jimmy Kimmel, je pense, me rejoint bien, puis je trouve qu'il va bien aux Oscars. Puis je trouve que Conan O'Brien avait des bons trucs, mais comme je dis, peut-être un peu trop effacé, à part son monologue d'ouverture, mais il était peu présent. J'ai pas vu, je sais pas s'ils l'ont mis sur Internet. Là, sûrement qu'il doit être... Parce que là, il y avait beaucoup de remerciements et d'affaires que je regardais sur la chaîne YouTube des Oscars, normalement. Ouais. Mais cette année, lundi, vraiment, quand je voulais regarder, il était pas là-dessus. Il fallait que j'aille plus sur des CTV News puis des choses comme ça, mais j'avais pas trouvé le monologue complet. Okay. Mais j'avoue que je peux retourner voir dans les jours suivants. Mais il y a quand même eu un bon petit bit avec Adam Sandler. Ouais, ça, j'ai vu. Ce qui était drôle. C'est clair que c'est arrangé. D'ailleurs, c'était l'idée d'Adam Sandler. Mais parce qu'il est revenu. Parce qu'il s'est changé puis il est revenu ou quelque chose. On l'a pas revu. En tout cas, la caméra l'a pas remis. Fait que moi, j'ai l'impression que c'était juste ça. J'arrive chez Albert, puis c'est pas le genre d'affaire qu'il aime puis qui c'est généralement. Là, fait que moi, je pense que c'était juste ça. Y a-tu des grands perdants, tu penses? Brutalis, c'est quand même pas si mal. Meilleur acteur, meilleure direction photo, musique. Ouais, fait que 3 ans, c'est quand même bien. Conclave, meilleur scénario. Ouais, mais je pense pas qu'il s'attendait à gagner tant de choses. Peut-être le meilleur film qui aurait pu se slipper. Tu vois que nous, on lui donnait meilleur montage. Mais je pense, vu les nominations, je pense que pour eux, c'est quand même une déception quelque part. Comme Emilia Perez aussi. Là. Je pense qu'il y a 13 nominations. Ouais, puis lui, il y a juste... Notre 2? 3, excuse-moi. Chansons, Zoé Saldana, puis le film... non, il y en a juste 2. Il y en a juste 2. Oui, je m'en allais... Ouais, fait que... pour le ratio, je pense que Perez est le grand... En fait, c'est... je crois que c'est Complete Unknown qui repart les mains vides. Ouais, mais il y avait combien de nominations? Il me semble 7-8. Ouais. Mais en même temps, je pense que pas grand monde s'attendait... à ce qui en remporte une. Alors qu'Emilia Perez, au début à l'automne, c'était le film qui avait le buzz. En fait. Mais il s'est repris au César quand même, Emilia Perez, parce que lui, ça a été le grand gagnant de l'autre côté. Les Oscars français. Ouais, que j'ai écouté sur place aussi. Sur place, mais pas... non, pas dans ma chambre d'hôtel. Ça doit être à Paris. Oui, c'était, je pense que c'était à l'Olympia. Donc, 7 victoires sur 12 nominations. Fait que là, quand même, très bon ratio. Tous les prix importants, pas mal, c'est Perez qui l'a emporté. Mais pas les actrices, par contre. Non. Meilleure actrice, puis révélation, c'est pas eux qui ont gagné ça. Ce qui était en nomination, j'ai pas remarqué si les actrices américaines étaient en nomination.
Mais je ne l'ai pas sous les yeux, mais c'est pas eux qui ont gagné ça. Non, mais c'est l'histoire de Suleiman aussi. Je pense qu'une belle soirée, 4 Césars, dont prix de révélation pour... j'oublie son nom. Abou Sangaré. Qui joue Suleiman. Qui joue Suleiman, qui n'est pas un comédien, finalement. Grand perdant, j'ai noté Le Comte de Monte-Cristo, 14 nominations, mais 2 prix, et c'était le décor et costume, je pense. Et L'Amour ouf, qui avait 13 nominations, qu'un prix pour Alain Chabat, acteur de soutien. Fait que c'était vraiment la rafle Suleiman. Mais je pense que la surprise de la soirée, ça a été la victoire de Karim Leclou comme meilleur acteur, qui était lui-même complètement étonné, abasourdi sur le choc. C'était drôle à voir. Le roman de Jim, qui avait joué plus tôt cette année. Moi, devant la grosse pointure, Pierre Ninet, François Civil, Benjamin Laverne, puis Tahar Rahim. J'aurais cru que Tahar Rahim serait allé le chercher. Classique biopic pour Monsieur Aznavour. Mais ce qui était très bon, un beau moment, c'est que les deux sont amis depuis leur début dans le milieu du cinéma. Tahar, puis Karim, puis il a vraiment donné un beau petit mot à Tarim. Là, ça, fait que c'était vraiment sweet comme moment. Fait que voilà pour les Césars. Sinon, j'espère que tu as vu, tu as écouté le numéro de Franck Dubosc, les non-gagnants, comment ils les appellent? Un mini-César. Un mini-César, mais c'est pour les non-gagnants. Fait qu'il est allé recevoir ça. C'est Jean-Pascal Zadi qui a remis un tout petit, gros comme un porte-clés. Puis dans le fond, c'est la récompense pour ceux qui gagnent jamais. Fait que là, il a fait un classique discours pour dire j'ai l'intention de continuer à ne pas gagner, d'avoir une année parfaite où je gagnerai pas d'Oscar, je gagnerai pas de Lion à Cannes, ni de Palme d'Or, de Venise. Puis c'était quand même drôle. Puis il arrêtait pas de filmer Julia Roberts, qui était là pour un prix hommage. Puis elle riait, puis tout. Puis je suis comme, es-tu bonne en français ou elle avait des traductions? En fait, je les ai vus, parce qu'on montrait Zoé Saldana aussi. Ils avaient comme une petite oreillette. Puis un traducteur. La traduction en simultané. C'est ça, Parce que moi aussi, sur le coup, je disais... Non, c'est impossible qu'elle comprenne tout ce français. À ce point-là. Mais d'ailleurs, c'était drôle parce que Franck Dubosc a fait un petit gag avec elle, avec Julia Roberts. Là. Il dit merci qu'on n'ait jamais joué ensemble. Non, c'est quoi, je me souviens plus. C'est qu'il disait... j'ai dit, je suis comme entre George Clooney puis Pierre Ninet. C'est ça. Un très beau sens d'autodérision. Parlant d'autodérision, c'était aussi les Razzies la veille des Oscars, le samedi. Oui, OK. Qu'on couronnait le pire du cinéma. Alors... Est-ce que Joker a tout raflé? Non, Joker en a eu 2. Un pire couple, puis pire suite. OK. Mais le grand gagnant ou perdant, dans ce cas-ci, c'est Madame Web. Ah, ouais. Fait que meilleur pire film, scénario, actrice pour Dakota Johnson. Coppola... mais lui, est bon joueur. Oui, c'est un des rares qui a gagné pire réalisateur. Mais lui a fait une sortie... Au début, je pensais qu'il était sur place, mais j'ai compris qu'après, non, il a tweeté ou je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Mais en gros, c'est qu'il dit « J'accepte le prix parce que je trouve que le cinéma, en général, manque d'audace. Puis moi, j'ai fait quelque chose d'audacieux. Puis des gens adorent, peu, mais des gens adorent. Puis des gens détestent. Mais au moins, je suis pas... un Christy de film beige qu'on oublie puis qui essaie juste d'être dans le moule. Fait que... Puis ça lui ressemble 100%. Là. Tout à fait. C'est ça, quand on en parlait avec André il y a quelques mois, notre spécial Megalopolis / Coppola. Puis, aujourd'hui, on passe au parrain. On a fait notre spécial Oscar avec Nico. Puis je plug tout ce qu'on a fait, mais on parle de cinéma à la semaine longue. Puis, tu sais, on parlait, le parrain, c'est sûr, c'est un grand film, puis comme dans Barbie, il s'en moquait, puis plein de choses. Mais je crois qu'à sa sortie, c'était pas apprécié par tout le monde, puis il y avait des choix audacieux quand même, là, qu'on parle à Pacino, qui était pas vu comme une star, puis des choses de même. Fait que c'est pas vrai qu'il faisait des films confortables et faciles. Là. Probablement qu'à cette époque-là aussi, des films de 3 heures, les studios devaient dire « Ouais, non, je suis pas sûr, là, commercialement, c'est pas super. » là. Non, ils étaient très frileux, la Paramount, à la sortie du film. Finalement, c'est le bouche à oreille qui en a fait un succès incroyable. Mais donc voilà, c'est la conclusion pour tous ces cérémonies de remise de prix. On vous laisse tranquille. C'est la fin de saison des cérémonies. Là. Puis là, on a eu la Mostra, mais la Mostra, c'est comme le début de l'année suivante. Fait que là, c'était la conclusion de l'année 2024, puis c'est le début de l'année 2025 avec les festivals qui débutent. Parenthèse, il y a
on cherchait c'est quoi les grosses bandes annonces de la semaine. Ouais. Là, je vois ça, All Souls, un film de Lionsgate avec Mikey Madison. Fait que je suis comme, ça y est, c'est comme son prochain projet, parce que là, c'est une gagnante comme ça. Même Brody, ça va être la course à son prochain film, ça va être quoi? Mais c'est sûr que des fois, ton prochain film, il a été tourné l'été passé, fait que c'est pas encore sous le sceau de je mérite de très grands rôles. Puis là, je regarde ça, un film d'action, c'est du Lionsgate, là, je dis ça poliment, là, ils font les John Wick puis tout, mais ils sont plus dans l'action et le film consommable, mettons. Puis, fait que là, un genre de mère qui leur offre, qui se fait pogner à acheter de la drogue, il y a une jeune mère, puis là, la police la force à être une infiltrée pour livrer des gangsters. Puis là, j'étais comme, OK, classique film. Mais là, en checkant, je suis comme, OK, non, c'est un film de 2023. C'est un film qui est sorti en 2023, sauf que Lionsgate ont comme refait un push, parce qu'il est en plateforme, là, il sort pas au cinéma, mais ils ont refait un push. On ressort la bande-annonce 2 jours après avec la gagnante aux Oscars, blablabla, pour que le monde aille faire de la location puis checker ça. Ouais, c'est ça. Fait que c'est même pas profiter d'elle pour des nouveaux films, c'est profiter d'elle pour des anciens projets puis du marketing. Fait que, peut-être que le film est sympathique dans son genre aussi. Quand même une triste nouvelle qui a eu lieu la semaine dernière. Oui, évidemment, on a enregistré le mercredi avant que tu partes à Paris, fait que tout le monde est mort. Ben oui, alors Gene Hackman, un grand du cinéma, décédé dans des circonstances mystérieuses. On n'a pas encore trouvé exactement lui, sa conjointe, puis un des chiens. Un des chiens, tous morts sur le sol. Retrouvés morts dans leur maison. Donc, quand même, Hackman avait 95 ans. Là, ça fait, je pense, que ça faisait une quinzaine d'années qu'il était carrément retiré du cinéma. Il a toujours dit qu'il trouvait ça assez toxique à Hollywood, fait qu'il vivait, je me souviens plus où, mais très loin de... Santa Fe, au Nouveau-Mexique, de mémoire. Donc, un petit top 5 rapidement, si jamais vous voulez faire un petit marathon Gene Hackman. Le pire, c'est... T'en as vu quelques-uns récemment. Ben oui, en prévision des Oscars, j'en ai écouté une coupe. Alors, écoute, j'ai mis The French Connection. Oui, c'est ça, oui. Très bon film policier. Puis ce qui était le fun avec Hackman, il est quand même très versatile. Il pouvait autant jouer film d'action, le drame, il va être un gentil puis un méchant. Un peu de comédie, il n'a pas fait tant que ça. Mais un rôle plus comique, c'était Superman, où il jouait Lex Luthor. OK, quand même. Que j'ai l'intention d'écouter. J'aurais écouté... qu'il soit vivant ou non, en vue du prochain Superman. J'ai jamais vu le premier, le classique. Donc, excellent là-dedans. Après ça, Hoosiers. Là, je suis allé en note de parution chronologique. Fait que French Connection, Superman dans les années 70, évidemment. Dans les années 80, Hoosiers, un très bon film, drame sportif. Sur le basketball collégial, où incarne un coach, un entraîneur. Un petit film culte, vraiment très bien fait. Y a-t-il d'autres jeunes vedettes là-dedans? Là, un genre de... De mémoire, non, je pense pas. Un film qui m'avait beaucoup marqué à l'époque, Mississippi Burning, fin des années 80, avec Willem Dafoe, sur la ségrégation et tout ça, le Ku Klux Klan. J'avais écouté ça au secondaire. Secondaire 4-5, ils nous montraient ça. Je ne l'ai pas réécouté depuis. C'est toujours aussi fort. Et un des films qui était dans ta liste, qui était dans nos listes des meilleurs films d'Oscar, Unforgiven, qui a suivi quelques années après, où il jouait vraiment un salopard. On parlait de comédie, tout le monde parle de Gene Hackman depuis une semaine. Les Royal Tenenbaums sortent souvent aussi comme un des peut-être moins populaires du grand public de Wes Anderson là, versus les derniers, parce que c'était plus dans ses premiers films, mais qui vaudrait une revisite aussi. Ça fait longtemps que j'ai vu ça. Puis c'est drôle, j'ai écouté aussi Runaway Jury récemment, mais après avoir écouté les films des Oscars, il était pas mort, là, mais je me suis comme dit, crime Gene Hackman, je l'ai pas... C'est comme un acteur qui est là depuis toujours, mais je pense pas que j'ai vu tant de ses films. Fait que je me suis mis à en écouter d'autres. Puis là, je suis tombé dans une talle dans mes temps libres d'écouter des films de procès, puis de tribunal, puis d'affaires comme ça. Puis il en a fait quand même quelques-uns aussi. Fait que j'ai écouté Runaway Jury avec John Cusack. Oui, c'est ça, pardon. Puis j'avais déjà vu ça quand c'était sorti, genre en 2004, mais j'avais complètement oublié. Puis j'étais il est vraiment bon, il est haïssable dans ce film-là, il est super bon, Hackman et tout. Puis je pense 2 jours après, on annonçait son décès, puis tout. Je trouvais ça vraiment bizarre que je sois en train d'écouter des Gene Hackman tout à fait. Par une cosmicité, ou je sais pas trop. Donc, c'est ça. Alors, un grand morceau de l'histoire du cinéma américain qui se termine avec ça. Et sur une note plus très légère, Shrek 5, on sait qu'on avait annoncé le prochain film. On avait discuté... puis c'est pour que 2026? Noël 2026. Noël 2026. Pour les 25 ans du premier film. OK. Mais là, une grosse pointure se joint à la distribution. Zendaya, qui va jouer la fille de Shrek et Fiona. Donc, quand même.
un bon coup, je pense. Mais les autres, ils reviennent tous, là, ils sont tous là, OK. Les all-back. Avec des gros salaires, sûrement. Ouais, le film va coûter une fortune. C'est pour ça qu'il sort à Noël. C'est qui distribue ça? Hein, ici? C'est Paramount, Universal? DreamWorks, c'est avec qui maintenant? C'est Universal. Universal, donc ça, avec Universal. Alors voilà pour les actus. Puis il y avait une nouvelle bande-annonce de Fanny Cloutier pour Fanny. Au cinéma, juste Fanny, mais les livres de Stéphanie Lapointe qui sort le 9 mai. Là, déjà, ça arrive quand même dans 2 mois. Ouais. Je pense que ça va être une grosse sortie. Ouais, je suis très curieux de voir ça. Un peu familial, mais plus âgé un peu. Là. C'est plus adolescent. Pré-ado, c'est ça. Donc, alors, allons-y avec notre trio intro de la semaine. Ouais, c'est notre ça. Trio Là, de films. Ça va être quand même sûrement un peu un long épisode. Je pense pas qu'on va faire moins d'1 heure. On verra bien. Alors, débutons, je pense. Trio, avec oui, OK, je vais comprendre, excuse-moi. Mais je vais pas tout de suite avec ça. Allons-y avec quand même le film même qui était... deux Québécois sur notre première ligne. Oui, tout à fait. On aurait quasiment eu la French line, Mais il l'appelait la French Connection. French Connection, en fait, mais c'était à Buffalo, ça. Oui, c'était à Buffalo. Donc, Mickey 17 de Bong Joon-ho. Oui, c'est science-fiction. Le réalisateur et scénariste coréen de son plus grand succès, Parasite. C'était son dernier film, en 2018-19. C'est une production américaine, cette fois, avec Robert Pattinson dans un double rôle, Naomi Ackie, Mark Ruffalo, Toni Collette, Stephen Young, Anna Maria Vartolomé, qui est rendue vedette internationale. Oui, puis tu sais, j'ai jamais vu son nom passer d'un truc, parce que pour les Américains, pas connu. Fait que quand je l'ai vu à l'écran, ça a été comme une belle surprise. Moi, j'avais oublié qu'il était dedans, puis tout le long, j'étais là, c'est qui donc elle? Je la connais, je l'ai vu dans quoi récemment, puis c'était dans Maria, puis dans Conte de Monte Cristo et tout. Ouais. Toi, tu l'avais rencontré en personne. Oui, hein? j'ai eu cette chance-là. C'était pour Maria, justement, comme on disait il y a 2 semaines. Ouais. On est en 2054, donc un futur quand même rapproché. Mickey, c'est quoi, Barnes, je pense, son nom de famille? Mickey, il s'est engagé comme un expendables, donc un consommable. Fait qu'on est dans une mission spatiale. On s'en va sur une planète de glace, Niflheim. Puis lui, il est comme un cobaye, finalement. Fait qu'il est l'humain qu'on envoie pour faire des choses, puis s'il meurt, on a une espèce d'imprimante 3D à humain, puis on le refait avec ses souvenirs en tête, puis on l'utilise pour aller tester des virus, des trucs dangereux, des choses comme ça. Fait qu'il est disposable, puis on refait lui, puis on fait notre bêta-testing avec. Ce qui est quand même un peu cynique, mais facile à imaginer. Très Brésil ou, je sais pas... Soylent Green, un peu ce genre de truc-là. Puis ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, il va être laissé pour mort. Mickey 17, donc la 17e itération, va être laissé pour morte, mais il va réussir à revenir sur le vaisseau. Et là, il avait quand même eu le temps de faire Mickey 18. Fait que là, il va y avoir les deux. On veut pas ça. On veut pas ça parce que c'est complètement illégal d'avoir des doublons comme ça, de la multiplicité, hein, très Michael Keaton. Et voilà, fait que ça va les plonger dans cette espèce d'aventure-là et de, je sais pas comment dire, de réflexion un peu par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'ils font maintenant qu'ils sont deux? Et mêlé à tout ça, on doit dire qu'il y a une espèce de chef de mission, de commandant qui est à la tête d'une entreprise / religion avec ses fidèles à bord. On n'est pas loin d'un mélange entre Elon Musk puis Donald Trump. D'ailleurs, je peux en parler tout de suite parce que, évidemment, Donald Trump avait assassiné, en tout cas, il avait été très désobligeant vers Parasite. C'était lui qui était au pouvoir quand Parasite a gagné, c'est ça? l'Oscar du meilleur film, donc avait mis des commentaires très désobligeants vers le film. Alors, je sais pas si c'est une petite vendetta de Bong Joon-ho. Ben moi, c'est sûr, parce que, écoute, Ruffalo, il est pas en caricature, mais tu vois qu'il est inspiré de lui. Déjà le teint, les dents, la dentition, dans de la gestuelle. Il est pas comme quand Alec Baldwin limite ou des choses comme ça, mais il s'est inspiré d'eux, et souvent il est en bleu, mais pas tout à fait le même bleu, avec une cravate plus bourgogne que rouge. Ses supporters ont des casquettes rouges, mais pas, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est son inspiration. Un très mégalomane, il est en train de toujours être dans le oui, il dit jamais non, il revient jamais. Qui a besoin beaucoup d'attention. Voilà. Puis ça arrive à un drôle de moment, parce que lui, donc, Bong a dû... c'est une adaptation d'un roman de Edward Ashton, qui ne devait pas avoir ce personnage-là, ou pas tout à fait de la même manière. Il a dû le mettre sur cette image-là.
Mais il a dû écrire tout ça en 2020. Là. Ouais, c'est ça. Puis là, le tournage a dû être retardé à cause de la pandémie. On tombe en tournage en, j'imagine, 22, montage, etc. Le film a été reporté quelques fois. Puis là, il est de retour au pouvoir, là, et plus coco-banane que jamais. Fait que ça tombe à point là, de se moquer un peu de cette forme d'impérialisme-là. Qu'aujourd'hui, quand on parle encore des douanes, de tout ce qu'il est en train de faire mondialement, la discussion avec le président ukrainien, puis tout, tu dis, 2054, on dirait que c'est demain. Hein? Rajoute la technologie du clonage, puis on est pas mal là. Donc, alors pour revenir à ce que tu disais, avec moi, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié. Je fais pas partie des grands fans de Bong Joon-ho, je dois le mentionner, Parasite m'avait laissé indifférent. Fait que ça, je me suis trouvé embarqué. Il y a beaucoup d'éléments très comiques. Je pense qui diffèrent du roman qui était plus sérieux, que j'ai bien apprécié. Visuellement, c'est super intéressant. La direction artistique est incroyable. Je pense qu'on peut s'attendre déjà à quelques nominations pour les prochains Oscars. Mais c'est surtout la pléthore de comédiens. Ils sont tous vraiment incroyables. Le couple Ruffalo-Colette, c'est assez mémorable. Ils sont all-in là-dedans, ils sont très bons. Puis pas trop caricatural, pas bouffon. Tu sais, il y a quelque chose aussi qui me rappelle quand Mike Myers fait Docteur Terreur, mais pas comique de cette manière-là. C'est un film qui c'est plus de l'humour noir. Fait que moi, souvent, des fois, on me demande, tu sais, c'est quoi la différence entre comédie et humour noir? Puis on dirait que c'est que l'humour noir essaie d'être sérieux dans son ridicule, tandis que la comédie, des fois, va... Je pousse le gag, tu sais, que c'est clair que c'est une farce, tu sais, tandis que l'autre, des fois, t'es comme, ça se peut, tu sais, il est réaliste, ce personnage-là. La preuve, c'est qu'on pense tout à quelqu'un qui existe pour vrai puis qui est là, tu sais. Ils évoquent aussi un peu les téléévangélistes et tout ça, là, fait que c'est très drôle. Pattinson, très efficace dans les deux rôles, avec un accent qui peut être déconcertant, peut-être, au début. J'avais vu dans notre revue qu'il, lui, s'est inspiré beaucoup de Ren and Stimpy pour les deux attitudes ou les deux... parce que 18 et 17 ont pas tout à fait il y en a un qui est plus... Tempérament, je devrais dire. C'est ça. Il y en a un qui est beaucoup plus... 18 est plus fonceur, 17 est un peu plus laid back, là, un peu plus réservé. Puis j'avais lu aussi qu'il s'était inspiré de... Mais pas voyons, Steve Buscemi dans Fargo. J'y allais, Déjà, il fait très Steve Buscemi là, dans sa façon de... C'est un peu weasel, là, que j'ai le terme en anglais. Là, une belette, là. Une belette un peu, tu sais. Puis l'autre, à la limite, pourrait aussi faire très bien Gear de Peter Stormare. Fait que je trouvais que tu avais ce couple-là de Fargo, là, effectivement. Fait que bref, je pense que les gens vont être pas déçus. On se plaint souvent, mais tous les films se ressemblent, puis juste des films de super-héros, puis des suites. C'est l'occasion, je pense, d'aller encourager, de voir un film qui est très accessible, beaucoup plus, je trouve, que Parasite. Puis vous allez vraiment passer un bon moment. Puis l'histoire est quand même surprenante. Il y a des bons twists aussi. Quand même un peu long, là, 2h15. Ça peut être serré un petit peu plus. Exactement. J'allais dire une petite réserve. Là. Je ne ferais pas croire que c'est parfait. Puis moi aussi, j'ai beaucoup aimé. J'ai ri. J'ai été très diverti tout le long du film. Mais je pense qu'il est 2h19. C'est un petit peu trop long. Puis la bande-annonce est un peu trompeuse au sens où elle nous montre beaucoup d'action puis de folie, mais il y a quand même beaucoup de dialogue dans le film. Il y a beaucoup de parlage, deux personnes qui se parlent. C'est pour ça que je disais un peu que quand les deux itérations, ils font pas juste courir partout dans le vaisseau en faisant des folies. Ils sont avec Naomi Aki qui joue comme la blonde de Mickey, mais... Ça fait très Disney de dire ça un peu. Mais la blonde de Mickey 17 qui est agente de sécurité. Puis... qui discutent, là, on fait quoi avec les deux, puis qu'est-ce qu'on fait, puis il y en a un qui veut tuer l'autre veut tuer l'autre, puis là, par rapport au président, puis là, il y a une histoire de créatures aussi, parce qu'ils sont en train d'envahir la planète, fait qu'il y a des espèces de limaces géantes qui sont là, puis qu'on veut anéantir. Petit côté Starship Troopers, Paul Verhoeven à tout ça, là. Moins le Enrôlez-vous, là, qui dure tout le long du film de Verhoeven, là, c'est plus un peu au début, puis après, c'est un peu plus effacé. Mais fait qu'il y a beaucoup de choses dans... Fait que c'est pas de la science-fiction là, 100% aride ou tu sais, peut-être Dune par exemple était peut-être un exemple très récent, un peu trop ardu pour certains. Mais c'est pas Star Wars non plus que c'est juste de l'aventure, puis on est quelque part entre les deux là, entre cette folie là, mais il y a un peu de réflexion.
On est dans les thématiques que Bong Joon-ho aime explorer, mais sous l'angle un peu de la farce, de la satire. Un peu. Côté écologique, là, qui est quand même toujours présent dans ses classes et tout ça. Un mélange des deux. Fait que ça s'applique très bien aux États-Unis d'Amérique. Fait que, bref, on n'a pas été déçus, puis je pense que vous allez vraiment apprécier. Puis se positionne encore là dans les 10-15 dernières années comme un des cinéastes assez singuliers dans le monde du cinéma international. Il a vraiment une voix à lui. Voilà, tu nous... allons-y avec moi, mon coup de cœur de la semaine, qui est le documentaire Maurice de Serge Giguère. Oui, voilà, qui parle de Maurice... Rocket. De Rocket. Maurice Richard. Je demandais si j'allais faire une blague sur d'autres Maurice québécois populaires, comme Mom Boucher. Mais non. C'est le portrait du légendaire hockeyeur québécois Maurice Richard, avec une utilisation d'images d'archives, pour la plupart inédites, tournées entre 80 et 2000. Fait que c'est pas juste un documentaire aujourd'hui avec des faces de gens qui disent « Ah oui, je m'en souviens, comment ça m'avait électrisé quand j'étais allé le voir quand j'étais jeune. » C'est que l'ami de Serge, Robert Tremblay, travaillait pour l'ONF, Serge aussi à l'époque, puis dans tous ses temps libres, il achetait de la pellicule, puis il rentrait en contact avec Maurice, puis il disait « On peut-tu faire des entrevues? » Puis ça, c'était comme dans sa retraite. Fait que quand il allait avec des jeunes du secondaire, un peu en décrochage pour les jouer au ballon-ballet avec eux autres, pour les aider à rester de même, des matchs des anciens Canadiens, des trucs comme ça. Fait qu'il suivait dans son quotidien à l'occasion. C'est pas comme aujourd'hui où tu filmes avec ton cellulaire constamment. Là. C'était organisé. Ouais. Puis souvent, Serge, c'est lui qui faisait la prise de son. Puis ce qu'on comprend au fil du montage, c'est que Robert a fini par décéder, puis il n'a jamais terminé le rush de ses pellicules, jamais monté un construit à tout ça, mais il a demandé à son ami Serge de faire un film avec ça. Ça, c'est en 2018. OK, très, très récemment quand même. Puis, fait que là, Serge, qui lui aussi a genre 70 d'années, lui, il a fait donc cette trame qui parle de Maurice, mais de surtout le côté légende, le côté idole, donc dans le fond, qui le bouclier d'un peuple, là, parce qu'on se souvient de l'histoire de Maurice Richard, entre autres dans le film avec Roy Dupuis, la fameuse émeute qui aurait peut-être conduit à la Révolution tranquille, puis à toutes ces choses-là, le Québécois français, le Canadien français qui se défend des Américains, des anglophones. Alors, on brosse ce portrait-là, et on brosse aussi l'homme qui était par après, qui a tout le temps été celui qui témoigne plus par ses actions que par ses paroles, mais je pense qu'il parle un petit peu plus à sa retraite après ça. Évidemment, qui mène à sa mort, mais il y a le parallèle avec la mort de son ami, avec cette transmission du flambeau, dans le fond, qui est aussi associé aux Canadiens, aux Glorieux. Fait qu'il y a beaucoup de choses dans ce documentaire. Fait que je dirais pas que c'est un documentaire sportif. Non. C'est plus un documentaire social, dans le fond, sur vraiment l'emblème de Maurice Richard. Puis comme on disait avec Mickey 17, oui, il y a un parallèle qui arrive à ce moment-là. On se moque de Trump au moment où il revient au pouvoir, puis qui fait pas mal à sa tête. C'est pas fou de ressortir cette espèce d'emblème-là, puis de se demander à quel point il a été important pour nous défendre puis nous représenter, ou l'image qu'on s'en faisait d'un super-héros, finalement. Puis il y a des protagonistes qui expliquent ça aussi, une petite parenthèse, de dire, à cette époque-là du Rocket, les gens n'avaient pas l'argent pour aller le voir en personne, il n'y avait pas de médias sociaux, rien. Fait que tu écoutais la radio, puis tu lisais les résumés dans le journal. Fait qu'il y avait beaucoup de bouche à oreille. Fait que l'effet d'amplitude faisait que c'était comme un géant, mais aussi c'était quelqu'un comme nous. Comme il dit à cette heure, un joueur de hockey... c'est des PME, là, aujourd'hui. C'est des PME, ils gagnent des millions de dollars. Aussi, ils font tous 250 livres de muscles. Pas 250, mais 220 livres de muscles et tout. Fait que t'es comme, non, lui, il travaillait à Shop l'été, puis l'hiver, jouer au hockey. Fait que ça fait très homme du peuple, qui tout le monde est capable. Si je peux le faire, tu peux le faire, comme un leader naturel, finalement. Fait que, je repasse le flambeau un peu. Tu repasses la rondelle, peut-être? Oui, voilà, passe la palette. Écoute, moi, j'ai trouvé que le montage est vraiment dynamique, c'est vraiment bien raconté. Je connaissais un petit peu déjà des bribes ici et là de Maurice Richard, mais c'était le fun de revivre, de replonger dans cette figure marquante-là qui était pour nous, pour le peuple québécois, canadien, français à l'époque. C'est quand même le fun aussi de voir des extraits de matchs de cette époque-là sur grand écran.
ça rentre au poste quand même, puis le son de la rondelle qui rentre le but, on entend tonk, on entend vraiment... Mais il y a vraiment un beau travail, pas juste des archives, mais du montage, du traitement sonore. Ben, c'est pas pour rien. Sylvain Bellemare a travaillé sur le film, notre qui avait travaillé sur Arrival de Denis Villeneuve. Oscarisé, lauréat. Fait que vous allez vraiment passer un bon moment. Je pense que ça peut être intéressant d'amener des fois peut-être vos ados pour qu'ils permettent de découvrir ce personnage-là, surtout s'ils jouent au hockey. Dans notre entourage, on a une collègue que leur garçon joue au hockey, à les amener, puis je pense qu'ils ont été vraiment fascinés. Fait que je pense que ça peut être intéressant de montrer justement qu'on a besoin de ces héros nationaux-là aussi, qui fait partie de nous. Puis c'est drôle parce que ça demeure aussi un homme de sa génération. Fait qu'il y a quand même des interventions qui sont un peu malaisantes parce que c'est pas l'homme qui est le plus chaleureux ou le plus habile avec les gens. Fait que c'est quand même très, très drôle de le voir. Faisait penser à mon grand-père, là, toute cette génération d'hommes-là. Là. Fait que c'est assez comique. Fait que quand même un très beau travail de montage. Puis faut le souligner, écoute, c'est un projet casse-cou qui ont tourné pendant une vingtaine d'années, surtout dans les années 80. J'ai eu l'occasion de discuter avec Serge Giguère, donc un papier suivra bientôt. Sur monciné.ca. Oui, un petit entretien. Puis à un moment donné, ils ont comme une chicane entre les deux. Ils sont perdus de vue quelques années, puis finalement, ils ont commencé à retourner. Mais en termes d'heures accumulées, il y avait une vingtaine d'heures seulement. J'aurais pensé que ça aurait été un petit peu plus que ça. Fait que je pense qu'il tournait... Ça doit être au coût de la pellicule puis tout. Probablement. Puis je pense qu'il devait tourner 1 heure ici et là, mais 1 ou 2 fois par année, là, tu sais. Fait que... Ouais, c'est ça. Tandis que de nos jours, du film numérique, c'est infini, là. Tout à fait. Fait que pour le même genre d'événement, tu penses à 24 CH, là, les téléséries, là, à chaque année, il y a 1000 heures de Cole Caulfield filmées, là, tu sais, fait qu'après de dérocher ça en finit plus. T'sais. Fait que c'est intéressant de voir Maurice Richard au quotidien, dans la vie de tous les jours, puis au gré des rencontres, il y a des beaux moments aussi avec sa femme. On sait qu'il était vraiment en amour, fait qu'évidemment, une fois qu'elle va décéder, il y a des moments très touchants, honnêtement. J'avais un peu les larmes aux yeux. Puis un beau moment du documentaire, c'est lorsque Maurice Richard partage un moment avec Aurel Joliat, qui était son idole à lui. Oui. Puis on les voit tous deux âgés, sa patinoire, en train de se faire des passes. Ouais, puis à ce moment-là, Aurel, il a genre 80 ans, puis il patine, puis il s'enfarge, puis il tombe, puis bien correct. Avec sa petite casquette, là, il n'a jamais eu de casque de sa vie. Là. Non. Fait que ça, c'est puis il maudit les bâtons. Là. Alors, comment ils vont pour jouer avec ces bâtons-là? Puis c'est quand même des gros bâtons de bois, mais courbés. Là. Eux, ils étaient habitués aux bâtons droits. Là. Donc, vraiment à voir, honnêtement, vous allez passer un agréable moment. Ah, puis ça dure 1h30, là. C'est très bien envoyé et tout. C'est vraiment parfait. Je lui prédis un très bon succès au cinéma pour plusieurs semaines. Je pense qu'un bon potentiel, ça va rejoindre. Je sais pas c'est quoi le documentaire au Québec qui a fait beaucoup d'argent. Là, c'est peut-être ceux de Michael Moore à l'époque, là, mais mettons dans les Québécois. Puis même là, je saurais pas comment en fait. Je sais pas si ça a déjà fait 1 million au Québec, un docu. Je penserais pas. Ce serait étonnant, mais ce serait intéressant à fouiller. Essayer de découvrir c'est quoi le record. Ouais. Donc, on va pouvoir, comme la course aux séries, savoir en box-office où se porte Maurice. Si vous avez besoin de légèreté, peut-être de chaleur et de soleil, voilà. Pédalo de Stéphane Roy est peut-être pour vous. Oui, Stéphane Roy, qui clairement a dû ajouter le E comme les... les RBO, là, c'est ça, avec les belles oreilles. Du fameux gag de Patrick Roy, avec Stéphane Roy. Il y a peut-être un autre Stéphane Roy. Souvent, c'est pour ça. C'est à cause avec l'UDA. Okay. Guy Lepage, c'était pour ça, entre autres. Ah, OK, pour être différencié de l'autre. Mais en vedette, pas mal 4 personnes. Stéphane Roy, Marc Fournier, Camille Felton et Catherine Proulomé. C'est 2 couples d'amis qui partent dans un tout inclus à Cuba pour fuir l'hiver, donc pendant ce temps-là, là, en février. Puis très vite, Claudia, donc jouée par Catherine Proulomé, la conjointe de Sébastien, jouée par Marc Fournier, elle plonge dans le party un petit peu, toujours un verre à la main, fait qu'elle est en mode boisson à volonté. Puis Bruno, joué par Stéphane Roy, qui lui est plus en crise de la cinquantaine et une espèce de éternel ado. Lui, il a invité la Mia, jouée par Camille Felton. Ça fait comme 2 semaines qu'ils se fréquentent, puis il l'invite dans le tout inclus. Puis ils ont comme
30... Bon, pas 30 ans, 25 ans de différence d'âge à peu près. Fait qu'ils m'ont réalisé que c'était peut-être pas la meilleure idée. Fait que les deux gars vont partir en pédalo, louer un petit pédalo, puis partir sur la mer. Puis, se rendre un petit peu trop loin, puis avoir des problèmes techniques, puis être coincé là en mer pendant toute une journée, pendant que les deux filles apprennent à se connaître un peu plus, puis peut-être réaliser que malgré leur différence d'âge et tout, ça sert à rien d'avoir peut-être autant de mépris l'une envers l'autre, puis surtout le personnage de Prou-Lemay envers la plus jeune, mettons. Beaucoup ces relations-là de les différences d'âge, les plus jeunes, les plus vieux, c'est-tu mieux vieillir, on est-tu mieux quand on est jeune, etc. Pendant ce temps-là, on revient à l'occasion sur les deux gars qui se chicanent ou qui se pognent sur un peu de discussion de vestiaire là, sur des affaires qui se sont peut-être jamais dit ou quoi que ce soit. Ça vient d'une pièce de théâtre, si je me trompe pas. Oui, effectivement, qui date de 2022 quand même. OK, très récente. Très, très récente. Avec les deux mêmes comédiens. Donc, c'était Stéphane qui avait scénarisé ou écrit la pièce avec Benoît Roberge. OK, écrit avec Benoît Roberge, mais c'est pas Roberge qui a joué. Effectivement. Je comprends. Donc, puis rapidement, en fait, un projet de film c'est arrivé parce que, on me dit, la pièce est sortie en 2022. Puis un des producteurs de cinéma ont vu ça, ont vu le potentiel, puis rapidement, on a décidé d'aller faire un film, mais ils n'ont pas eu de financement de subvention des institutions gouvernementales. Fait que, la SODEC ou Téléfilm. Oui, fait qu'ils ont rapidement décidé de le tourner eux-mêmes. Puis ils ont financé ça en partie de manière assez inusitée. OK. Donc, mais je sais que c'est un tournage un petit peu clandestin parce que tourné à Cuba. Oui, ça a été tourné sur place à Cuba, 2 semaines, mais avec des invités. Fait que les gens pouvaient payer un certain montant, avaient droit au voyage, une somme servait à la production du film, puis ils étaient figurants dans le film. Fait que beaucoup de figurants québécois. C'est Stéphane Fallu qui est là-dedans, le comédien, quand ils disent l'humoriste, il y a un humoriste, c'est Stéphane Fallu, tu sais, il doit les connaître et tout. Donc, fait que voilà. Alors, c'est une façon assez originale de financer. Ouais, c'est ça. Je me demandais, j'étais comme, tu sais, il y a plein de Québécois, fait qu'ils sont juste arrivés d'Adon dans le temps en disant, hey, y a-tu des Québécois ici, puis on vous prend, peu importe, mais dans le fond, tu pouvais payer ton voyage un petit peu plus cher, mais ça te permettait d'être... C'était arrangé avec le gars des vues, puis c'est quand même assez particulier parce qu'il racontait justement à Stéphane en entrevue que il devait terminer le tournage à une certaine heure précise dans la journée parce qu'il y avait quand même une partie d'équipe qui était cubaine, mais les gens devaient reprendre l'autobus parce qu'il ne restait pas tout inclus sur le site. Ouais. Ils devraient retourner à La Havane. Fait que, mettons, le dernier autobus, c'est 6 heures. Fait que, ciao, bye, nous autres, on doit partir puis se rendre à la maison. Là. Okay. Fait que, c'est ça, c'est assez particulier quand même. Oui, puis ça a l'air quand même compliqué. Tu sais, on voit que, de par ces moyens-là, quand ils filment le pédalo, il y a des affaires où ils sont plus loin, puis il y a des shots de drones qu'ils ont dû faire pendant certaines journées. Mais il y en a certaines que là, c'est prises plus proches, puis on comprend pour les besoins qui sont plus proches du rivage, mettons, pour que les caméramans soient les pieds dans l'eau. Là. Il n'est pas au milieu de l'eau dans un autre bateau puis ces affaires-là. Ils étaient quand même assez loin. Ah ouais, OK. Ouais, ils racontaient... non, il y avait une équipe avec un catamaran puis kayak là, qui était prêt au cas où qu'il se passe quelque chose. OK. Ouais. Ah, c'est mieux. Je pense que je voyais les vagues casser puis j'avais l'impression que ça cassait plus au rivage. Mais c'est vrai que ça peut casser au milieu selon le fond de l'eau et tout. OK. Props à eux. Ouais. Puis en plus, les deux pecnos sont là. Ils n'ont pas de casquette, pas de bouteille d'eau, rien. Fait que le tournage, tu le fais, puis tu le fais quasiment plus longtemps. Fait que tu vas être sur l'écran solaire, puis de l'ombre dès que possible. Puis, dire que c'est assez éprouvant. Physiquement, c'était dur. Donc, dans l'ensemble, c'est un film, somme toute, assez léger, mais il y a quand même... on joue dans des tons un peu dramatiques par moment. Là. Plus le film avance, plus on va vers le plus profond, si on veut. Mais, une blague de piscine à vagues. Mais les comédiens sont très... très corrects dans leur rôle. Puis, je trouve que Camille Felton est très inspiré là-dedans aussi, dans ce personnage-là qui semble un peu plus nunuche, mais finalement qui ne l'est pas du tout. Je trouve que les personnages féminins sont plus intéressants que les personnages masculins, qui restent un peu plus dans ce cliché-là. Alors qu'eux les font évoluer. Je trouve qu'il y a un bel job d'écriture à ce niveau-là. Parce que ces personnages-là féminins n'étaient pas dans la pièce. Parce que la pièce, c'était vraiment sur le duo des deux gars qui sont pris sur le pédalo. Fait que voilà pour ça. Sinon aussi, autre film québécois qui reprend l'affiche. C'est juste pour une semaine en exclusivité ou c'est pas clair encore? Ça? C'est pas clair encore. Okay. Dans le fond, c'est à partir je pense que c'est à Montréal le 6 mars, jeudi 6, il y a une projection, je me souviens plus où, de Incendie, qui fête son 15e anniversaire. Puis à l'époque, il était distribué par les Films Civils, qui ont fini par fermer. Fait que Imina Film, qui est comme renaît
Patrick Roy, Patrick Roy, pas le gardien de but, l'autre, le producteur. Puis ils ont repris les droits, ils ont fait restaurer la copie pour le 15e anniversaire. Puis tout ça arrive aussi à un bon moment où Denis Villeneuve est sur un gros hype. Fait que le 6 mars, à quelque part à Montréal, il y a une projection en compagnie de Denis Villeneuve où il va venir, je sais pas, faire un Q&A ou présenter le film à tout le moins. Mais ça, c'était hier? Ben oui, c'est vrai. Moi, je suis pas... La relâche, ça me mélange. Fait que depuis le jeudi 6, fait que là, depuis le vendredi 7, il est à l'affiche dans plusieurs cinémas, mais beaucoup de cinémas le traitent plus comme un événementiel. Ils vont le présenter une fois ou deux fois parce qu'on s'entend que c'est pas... C'est un excellent film, mais c'est pas un film qui est si rare que ça non plus. Là. Fait que c'est pour ça que je pense que les cinémas se commettent pas à le jouer 3 fois par jour tout le temps. Fait qu'il y a des projections au cinéma, mais de copies remasterisées, tout restauré, l'audio, etc. Fait qu'il y a quand même un bon engouement à aller le voir, mais il n'y a pas d'autres projections spéciales avec Denis. Il fait pas une tournée à travers le Québec. Là. Ça aurait été étonnant. Ouais, c'est ça, je comprends. Mais c'est un film... C'est complètement fou. C'était inspiré de la pièce de théâtre de Wajdi Mouawad. Il avait été présenté à Mostra de Venise. Je me souvenais qu'il avait représenté le Canada aux Oscars, mais je ne me souvenais pas qu'il s'était rendu aux Oscars. C'était les bonnes années parce que M. Lazare l'avait fait avant ou après. 2-3 années de suite, on avait eu... C'est ça. Puis il y avait aussi le... Lui, je ne sais pas si c'était rendu, mais le... J'ai un blanc. Voyons, celui qui est d'origine vietnamienne. Rebelle des enfants soldats. Ouais, effectivement, je pense Kim Nguyen. Oui, c'est ça, vietnamien. Je pense que 3 années de suite, c'était ça. Oui, ça avait été une grosse période début des années 2010. Là. Puis voilà, fait que je sais pas si ça va m'en donner, mais j'aimerais ça aller le revoir. Je pense Moi, que je l'ai pas revu depuis cette époque-là. Puis il a gagné 8 prix Génie, qui sont les prix canadiens, et 9 Jutra. Oui, à l'époque, c'était des Jutra, dont meilleur film, meilleure réalisation. Mais il avait aussi représenté Film international au BAFTA et au César, mais il avait perdu à chaque fois, là, dans le fond. Quand même, il a fait partie des meilleurs films du top 10 du New York Times. OK. Au Québec, elle a fait 3,7 millions de revenus quand même. C'est vraiment c'est beaucoup. énorme pour un film de ce type-là. En plus, oui, là, puis parce que souvent, c'est des comédies ou des trucs plus... plus léger. Ouais, d'habitude, c'est ça, les top box-office, c'est des comédies. C'est assez remarquable. Puis 15 millions à l'international, on cumule aussi le Québec, là, mais globalement, c'est tu après Incendie qui s'est mis à tourner des films en anglais? Parce que son premier, ça a été Prisoner. Il y a eu le film canadien Enemy. Ouais, je pense qu'il venait après Prisoners. Ça, ouais. Je pense que ça lui a ouvert la porte pour Prisoners. Ouais, c'est ça. Puis Prisoners, on sentait que c'était un peu comme une commande. Là, genre, on a le scénario, on a tout, on te met là-dessus. Puis là, une fois qu'il a bien fait pour ça, après, ça a été Arrival, tu peux faire un peu plus ce que tu veux. Il y avait Sicario avant. C'est vrai, t'as raison, Sicario, Arrival. Ouais. On oublie des films, mais il est bon. C'est incroyable. Oui. Puis, quand même, on a noté que Villeneuve avait travaillé 5 ans sur le scénario parce que dès qu'il avait vu la pièce en 2004, il était intéressé de le porter à l'écran. Fait qu'il a travaillé quand même longuement pour le film. Ouais, voilà. Fait que allez voir ça. Honnêtement, si vous n'avez pas vu le film Incendie, c'est un des grands films, peu importe. Ouais, québécois, mais international et tout. En plus, c'est un film qui est à vocation internationale. C'est ça. On peut rappeler, là, c'est à la mort de leur mère, il y a des jumeaux joués par Mélissa Desormeaux-Poulain et Maxime Godette qui sont amenés à découvrir des faits troublants sur la jeunesse de leur mère au Moyen-Orient quand c'était ravagé par la guerre civile. Il y a aussi Rémi Girard et c'est Loubna Azabal qui jouent leur mère dans la jeunesse. Qu'on a vu aussi cet automne était dans le film de l'enseignante là, qui tient tête justement aux musulmans. Tout, qui lui d'ailleurs a fraflé tous les prix, les Magritte en Belgique, je crois. Là, c'est un film belge. Le nom m'échappe, mais c'était très bon ça. Elle était excellente dedans. Ouais. Dans les autres films, il y a un film canadien de Atom et Goyane, son 18e film, dans le fond, au Canadien, Atom et Goyane, Seven Veils, donc 7 voiles, avec principalement Amanda Seyfried, qui c'est la 2e ou 3e fois qu'il joue avec elle. C'est un hommage personnel. En fait, Egoyan est un grand fan d'opéra. Il dirige souvent des opéras. La mise en scène, évidemment, pas la musique. Fait que ça met en scène... Excuse d'avoir dit ça quasiment. On suit le personnage de Seyfried, Janine, qui est metteur en scène et qui s'en va à Toronto pour remonter l'opéra Salomé dans une production qui avait été créée 10 ans auparavant par son défunt mentor, dont était à l'époque assistante. Fait qu'elle remonte sa pièce de la manière que lui la faisait,
avec quelques altérations qui font capoter pas mal toute la production puis le monde du... c'est le... Comment un COC, là, le Canadian Opera Company, en fait. Et ce qui est utilisé, c'est que c'est un film qui a été tourné probablement en 2022. Il est sorti, en fait, en 23 au TIFF. Puis il n'était pas encore sorti au cinéma. On dirait que chez Elevation Pictures, on savait pas trop comment l'attaquer puis qu'on gardait ça. Mais là, bon, c'était le temps de le sortir. Puis, toutes les images d'opéra puis de la mise en scène, parce qu'on fait crime, ça n'a pas de bon sens, ce budget-là. Là, faire monter un opéra pour un film là, à la Black Swan, c'est un ballet, mais des trucs comme ça coûte une fortune. Mais dans le fond, c'est que lui, il avait fait la mise en scène de Salomé. Ouais. Fait que pendant les répétitions, il utilisait tout le monde puis l'orchestre puis ces choses-là pour faire le tournage de son film au travers de ça. Fait que ouais, c'est comme un exercice de style quand même assez intéressant. Moi, j'ai apprécié de voir un peu les coulisses d'opéra parce que je suis quand même un peu voit pas ça souvent. Un fan, non, c'est ça. Mais ça demeure un film qui est très aride, même pour du Atom et Goyan. Oui, parce que dans le fond, c'est qu'on va comprendre que je suis pas un expert du tout des opéras et des pièces de théâtre. Fait que dans l'opéra Salomé, c'est juste que dans sa mise en scène, le personnage de Seyfried, Janine, elle va comme utiliser ses propres blessures pour les mettre dedans. Fait qu'elle transpose un peu sa propre histoire à Salomé puis à ce qu'elle fait faire aux comédiens et comédiennes, chanteurs, chanteuses. Puis plus le récit avance, plus on va comprendre c'est quoi ces fameuses blessures-là, puis que tout le monde a l'air de savoir parce que c'est du non-dit au final, là, ce qui est arrivé dans sa jeunesse, puis sa relation avec ce défunt Charles, le fameux metteur en scène décédé il y a quelques années. Et elle vit aussi certains événements avec sa propre famille, situation familiale. Fait que c'est quand même une réalisation assez minimaliste, là. Beaucoup de conversations très dans le dialogue, dans la narration. Il y a du podcast. Fait que, le pire podcast, par contre. Là, je sais pas si on est les meilleurs au monde, sûrement pas, mais ce podcast-là, j'aurais de la misère à l'écouter. Fait que soyez avertis, c'est comme je dis, c'est un Atom et Goyan, mais très, très niché. D'ailleurs, c'est un peu triste quand même parce que à une certaine époque, des années 90 jusqu'au milieu des années 2000, c'était un événement d'avoir un Atom et Goyan. Puis là, il est comme un peu tombé dans l'oubli. Il y a des vedettes internationales là, qui tournaient, le cas du Colin Firth. Puis il y avait beaucoup de publicité. Puis là, on sent que c'est comme un peu dumpé sur le marché. Je pense qu'il est dans très peu de salles. On n'a pas rien vu au niveau des médias et tout ça. C'est quand même un peu triste pour lui. C'est son troisième film en 10 ans. Fait que, c'est ça. Ouais, puis tu sais, je veux pas médire, mais j'ai l'impression que c'est un peu ça qui est arrivé. Ils ont dû avoir le film avant même financé sur scénario et tout. Là, on va à TIFF, il y a réception. Puis là, tu fais OK, c'est un peu. Tu sais, c'est entre il y a le FIFA qui commence, là, le festival du film sur l'art, puis là, on est comme un peu entre les deux. Ouais. Fait que là, on dit, on va attendre un peu, voir le marché, on va sortir ça un peu plus tard, mais là, tu sais, des distributeurs, c'est toujours en train d'acquérir d'autres films, d'autres productions, fait que là, tu te retrouves à toujours pelleter par en avant, puis jamais être capable de le mettre en marché. Puis là, finalement, tu le sors, mais ça sonne comme, pourquoi ça sort 2 ans, 3 ans plus tard, tu sais? Fait que on dirait que ça met une date d'expiration sur le film, alors qu'il ne mérite pas ça, là. C'est juste que c'est un peu bizarre, comme je disais, avec, par exemple, d'entrée de jeu, le film que Lionsgate ressort en disant hey, Mikey Madison dans le film, etc. T'sais. Fait que c'est un peu ça. Mais je suis sûr qu'il va y avoir du monde pour aller le voir, mais c'est une sortie assez limitée quand même. Même s'il y a une version française, version anglaise ou version sous-titrée en français. Donc, quand même, on lésine pas de ce côté-là. Il y a aussi, on parlait des Oscars d'entrée de jeu, No Other Land était le gagnant de l'Oscar du meilleur documentaire long-métrage. Il sort dans quelques salles, distribution très limitée. C'est un activiste palestinien qui documente les exactions de l'armée israélienne en territoire occupé. Puis il reçoit l'aide d'un journaliste israélien. Fait que quelques cinémas présentent ça, mais c'est une période quand même très chargée. Comme on dirait que ça va de fil avec... la fin de l'année 2024, la fin d'année financière, les impôts aussi. Puis le début de l'autre année, fait qu'on a beaucoup de blockbusters qui s'en viennent, beaucoup de sorties la semaine prochaine notamment, là, je vais y venir. Puis ça, des films d'Oscar qu'on regarde ou qu'on remet. Fait que là, des petites sorties nichées. Fait que c'est vraiment pas tous les cinémas qui ont de la place pour tout. Là. Fait que je pense que les cinéphiles, il faut qu'ils regardent dans plusieurs salles en même temps s'ils veulent voir tout ce qui les intéresse. Un incendie qui revient, des trucs comme ça. Puis là, il y avait une pléiade de films d'animation depuis 2-3 semaines. Mais là, je pense qu'ils vont tous
passer le balai là-dedans, là, lesquels qui vraiment maintiennent les écrans, lesquels que, bon, c'était juste pour le temps de la relâche, puis on passe à autre chose. Là. Fait que je pense que s'il y en a qui vous intéressent, c'est pas mal le dernier week-end là, pour en voir plusieurs, parce qu'il y aura pas, le week-end du 14 mars, il y aura pas encore 6 films familiaux à l'affiche. C'est peut-être trop, l'occasion de revoir Flo, parce qu'aussi, on l'a ressorti. Certaines salles repassent Flo, qui vient de gagner l'Oscar du meilleur film d'animation, qui est quand même assez très populaire. Fait que je pense pas qu'il va être ses écrans tout le mois de mars-avril, là, puisque le Blanche-Neige s'en vient, Minecraft s'en vient, ça va falloir avoir du lousse, fait que les salles pourront pas tout garder. Ça peut être une belle sortie pour montrer quelque chose de différent, des fois aux enfants, d'initier un autre type d'animation. C'est ça, et on passait sous silence, meilleur film international, on a parlé un peu si c'était... Toujours à l'affiche. I'm Still Here, je suis toujours là, plusieurs salles l'ont encore, ou vont être tentées de le présenter maintenant qu'il y a un beau saut de popularité dessus. La semaine prochaine, 14 mars, plein de films, la comédie d'action de Novocaine. Moi, j'en parlais depuis quelques semaines. Black Bag de Steven Soderbergh. Très hâte de voir ça. Très bonne critique. Ah, parfait. Puis il dure aussi 1h30. J'ai vraiment hâte de voir, pouf, dans l'action, dans le suspense, l'espionnage. Je suis là-dedans, là. L'espionnage puis le tribunal. Là. C'est mes trucs en ce moment. Dans l'espionnage aussi, mais dans une vibe beaucoup plus introspective. Les fantômes de Jonathan Millet. Ouais. Excellent film que les deux on a vu il y a quelques mois déjà. Hâte de vous en reparler, qui prend l'affiche officiellement le 14 février au Québec. Un sleeper, comme on dit, un film qui n'a pas autant de mise en marché que Novocaine, par exemple, mais qui vaut vraiment le détour pour le bon cinéma international. Un peu post-incendie à sa manière aussi. Oui, justement. tout à fait. Checkez ça, sinon on vous en reparle la semaine prochaine. Pour nous contacter, écrivez-nous balado@commercialmonciné.ca et suivez Magazine Mon Ciné sur Facebook et Instagram et donnez-nous donc 5 étoiles ou des commentaires positifs là où vous écoutez ce podcast. Procurez-vous gratuitement le magazine Mon Ciné, la nouvelle édition avec Karine Gontier-Heinemann et Laurence Leboeuf pour le film Deux femmes en or qui sort au mois de mai. Vient d'arriver sur les tablettes et en kiosque numérique sur le monciné.ca. Et sinon, exactement, en copie physique dans votre cinéma favori de la province ou autour de votre cinéma de favori, dans les commerces qui font des bonnes affaires avec ces cinémas-là. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations et pour ton article avec ton entrevue avec Serge Giguère qui va arriver dans quelques jours. Oui, probablement début de semaine prochaine. On va mettre ça là. Sur ça, on vous souhaite vraiment bon cinéma, bon popcorn. Puis si jamais vous partez en pédalo à la mer, amenez-vous donc une veste de sauvetage puis une bouteille d'eau. Ça peut être bien utile. Mettez une casquette. Aussi. Et la crème solaire.